Bonsoir à tous aimables téléspectateurs, bienvenue dans la rétrospective de la semaine. Fête de Tabaski, la 85e édition de la Mamaya a été lancée ce samedi 7 juin par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya à Kankan. Le thème retenu cette année est Femmes, vecteur du développement social. Les détails, c'est dans cette rétrospective d'information. La vente illicite des médicaments persiste toujours sur le marché en Guinée malgré l'interdiction de l'État. Une pratique qui ne reste pas sans conséquences. Vous entendrez la réaction des pharmaciens et citoyens dans ce journal. La drépanocytose, une maladie héréditaire qui continue à faire des victimes en Guinée. C'est raison pour laquelle qu'une association a lancé ses activités ce vendredi pour démarrer une prise en charge des cas de cette maladie par l'État. Vous entendrez les initiateurs dans cette rétrospective. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, en Guinée, on observe malgré l'interdiction par l'État la vente des médicaments à même le sol. Ces pharmaciens par terre ou vendeurs ambulants proposent des médicaments sans passer par le circuit légal et réglementé par les pharmacies agréées. C'est un reportage de Guinée Buzz. La vente de médicaments à même le sol, plus communément appelée pharmacie par terre, est un phénomène courant dans de nombreux marchés de Conakry. Cette pratique suscite des réactions variées quant aux pharmaciens, qui expriment une vive inquiétude face à la prolifération des pharmacies par terre. Déjà, ce sont des produits qui ne répondent pas aux normes, ce sont des produits qui ne sont pas de qualité, qui ne sont pas certifiés. Et c'est des produits qui sont exposés au soleil. Parfois même, on remarque que des femmes qui revendent ces produits-là vendent des produits qui sont périmés. Parce que moi-même, on ne m'a pas dit, j'ai vu cela. Donc, c'est des produits qui ne sont pas bien pour la santé de la population. Poursuivant, elle aborde les causes de ces pratiques, tout en sensibilisant les citoyens. Bon, moi je dirais que les causes de ce fléau, c'est l'inaccessibilité des produits pharmaceutiques. C'est-à-dire, les gens disent que les produits en pharmacie sont chers. Et ça, c'est pas parce que les pharmaciens veulent que ça soit cher, mais peut-être c'est compte tenu de l'achat des produits de qualité aussi. Bon, ce que moi je dirais aux citoyens, c'est d'arrêter d'acheter les produits par terre parce que ce sont des produits qui ne sont pas vraiment bien pour la santé. Au lieu de les aider à soulager, à se traiter, ça va créer autres problèmes. Du côté des citoyens, les impressions sont plus nuancées. Beaucoup reconnaissent les dangers mais justifient néanmoins leur recours aux pharmacies par terre. Bien entendu, parce qu'il faut aussi un peu voir l'intérieur du pays. Il ne faut pas voir seulement que Conakry, où les gens peuvent aller facilement dans une pharmacie conventionnelle, réglementée, s'approvisionner en produits et tout le reste. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de certaines préfectures, de certaines sous-préfectures ou même de certains villages, je crois qu'on constate souvent qu'il n'y a pas de pharmacie réglementée dans ces lieux. Donc la possibilité pour les habitants, c'est la pharmacie par terre. Alors oui, la pharmacie par terre est beaucoup plus accessible en termes de disponibilité. Pour un jeune de ma génération ayant commencé ses premiers pas à l'intérieur du pays, où l'existence des pharmacies conventionnelles est limitée, donc il faut le dire que c'est déjà traditionnel que l'on s'approvisionne au niveau des pharmacies par terre. Parce que c'est le seul point où on peut avoir accès, c'est le seul point où on pouvait avoir accès aux médicaments. Bon, nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas. Et en tant que citoyens, ce qui nous préoccupe beaucoup plus souvent, c'est l'amélioration de notre santé. Heureusement aujourd'hui que les spécialistes sont sortis pour essayer de donner beaucoup plus d'explications autour des inconvénients pour les citoyens que nous sommes en achetant des produits dans les pharmacies par terre. Mais avant, ce qui nous préoccupait, c'était notre santé. Les pharmacies par terre répondent à un besoin d'accès rapide et bon marché aux médicaments, mais elles exposent la population à des dangers considérables. Des efforts doivent être faits pour sensibiliser la population aux dangers de cette pratique, renforcer l'accessibilité financière et géographique aux pharmacies agréées.
Comme tous les ans, le coup d'envoi de la Grande Mamaya a été organisé ce samedi 7 juin 2025. C'est le président de la transition, accompagné de son épouse, qui a lancé cette 85e édition au stade Mbaloumadi Diakité. Le thème retenu cette année est Femmes vecteur du développement social. Les précisions avec Jean Waraba qui l'a voulu. Désormais reconnue sur la scène internationale, cette manifestation célèbre la richesse et la diversité des traditions mandingues dans une ambiance de chaleur, de joie et de partage. Depuis 3 ans, l'organisation de cet événement a pris une tournure particulière grâce à la présence active du chef d'État, le général Mamadi Doumbouya. Cette 85e édition n'a pas dérogé à la règle, marquée par l'engagement fort du président de la République envers les cultures et l'éducation, deuxième pilier du programme hautement stratégique Simandou 2040. C'est aux alentours de 17h ce samedi 7 juin 2025 que le couple présidentiel a fait son apparition au stade Mbaloumadi Diakité, lieu emblématique de la Grande Mamaya, suscitant l'enthousiasme et l'allégresse des participants. Au fil des ans, l'organisation et la structure de la Grande Mamaya ont connu une amélioration notable. Chaque année, une des 4 régions naturelles de la Guinée est mise à l'honneur en tant que région invitée, permettant de valoriser la diversité culturelle du pays. Cette année, c'est la Basse-Côte qui a eu cet honneur. D'ailleurs, le contigui de la Basse-Côte, Eladj Mamadou Kamara, a effectué le déplacement et a pris place aux côtés du chef d'État. La Côte d'Ivoire a été désignée pays invité d'honneur. C'est donc dans une ambiance de ferveur, de convivialité que les participants ont esquissé les emblématiques pas de danse de la Mamaya, rendant un vibrant hommage à la culture guinéenne. La Grande Mamaya dépasse aujourd'hui le cadre d'un simple événement culturel annuel. C'est une célébration de l'identité guinéenne, un moment où les traditions prennent vie, où la musique et la danse racontent l'histoire d'un peuple fier de ses racines. Cette célébration prend fin ce lundi sous les auspices de Sédé Dandia numéro 4. Très tôt dans la matinée du mardi 10 juin, des étudiants sortant de l'enseignement technique et professionnel se sont mobilisés pour réclamer leurs droits afin d'obtenir leur PV. Suivi. Alors que les examens de sortie initialement prévus pour le 9 juin ont été légèrement reportés pour le 11 juin, certains étudiants sortants se sont mobilisés tôt ce mardi pour réclamer leurs droits parce qu'ils n'ont pas reçu leur PV. Je suis sage-femme et maintenant aujourd'hui nous sommes là pour réclamer nos droits. Nous sommes là pour réclamer nos PV. On nous a promis d'avoir des INA, nous avons eu des INA. Maintenant aujourd'hui, on nous dit qu'on ne va pas faire l'examen. Et on ne va pas faire l'examen. Si on va faire l'examen, c'est ATS que nous allons avoir. Et on a fait une formation de BTS. Comment est-ce qu'on peut nous donner ATS? Donc ce que nous allons dire aujourd'hui. On plaint Madame la ministre et Monsieur le Président de nous aider, de vouloir nous aider. Nos parents ont souffert pour nous. Nous avons beaucoup bossé, beaucoup même. Nous avons beaucoup bossé, on a souffert. On a payé 12 millions pour notre établissement. Ça c'est trop. Nos transports ne sont pas partis de ça. Et l'argent qu'on nous réclame, ça aussi, ça ne fait pas partie. Pour la réclamation de notre PV, depuis 3 ans, on a suivi une formation. C'est tout dernièrement qu'on vient de nous dire maintenant qu'on ne peut plus recevoir maintenant le PV. Et imaginons, nous sommes quittés au village, nous sommes venus ici, on nous a programmé. Quand nous sommes partis dans les écoles, on nous a dit c'est les BTS. C'est tout dernièrement, on a reçu maintenant des informations. Donc là où nous sommes là, on réclame nos PV. Et nous demandons un appel au président de Mamadi Doumbouya, son excellence, de nous aider de cette affaire. Nous, on sait qu'on ne peut rien faire sur cette affaire. Maintenant, nous demandons Madame de la ministre aussi de régler cette affaire. Sinon, nous voulons que sans PV, il n'y a pas d'examen. Sans PV, il n'y a pas d'examen de sortie. Vraiment, nous sommes là à cause de ça. Même son de cloche sur ces étudiantes qui lancent un appel pour leur venir en aide avant de prévenir le ministère que sans PV, il n'y aura pas d'examen. C'est pas demandé. D'ici 16 ans, on a fait 3 ans. 3 ans, on a fait 3 ans de formation. Et la formation qu'on a fait, c'est pas la formation de ATS, mais c'est la formation de BTS. On a fait 3 ans d'études. On a fait une formation de ATS, mais on a fait une formation de BTS. Aujourd'hui, ils sont là à nous dire qu'ils doivent nous donner le diplôme de ATS. Lorsqu'on s'est inscrit dans les écoles, on nous a donné les codes INA. Pourquoi on nous a donné les codes INA? Et ils savaient que oui, on ne devrait pas nous donner les diplômes de BTS. Aujourd'hui, on nous dit maintenant ils vont pas nous donner le diplôme de BTS. Pourquoi? Comme nous sommes pauvres, nos parents sont pauvres, ils sont assis là-bas, ils sont là à gaspiller nos vies. Ils sont là à gaspiller nos vies pour des rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Le ministre, le président Mamadi Doumbouya, on a besoin de votre
demain. Si demain les autres partent dans les centres pour faire examen, nous on va gâter la base demain. Plusieurs étudiants scandaient ce slogan Doumbouya no PV, Amara no PV. Amara Kabila no PV. Monsieur le Président no PV. Madame la ministre, nos PV. Nous voulons nos PV. Nous voulons nos PV. Nos PV ou rien. Nos PV ou rien. Nos PV ou rien. Il faut rappeler que ce problème ne se limite pas qu'à Conakry. Le constat est de même à l'intérieur du pays, notamment à Zérékoré et à Farana. Le manque de liquidité dans les banques suscite de vives réactions chez les citoyens. Ce temps-ci, ils sont nombreux des clients à ne pas pouvoir entrer en possession de leur argent placé dans les structures bancaires. Une situation qui devient inquiétante. Les détails avec notre reporter. Depuis plusieurs semaines, on constate avec un immense regret le manque de liquidité dans les banques en Guinée. Une situation qui inquiète bon nombre de personnes. Selon Belaba, analyste financier, cet état de fait peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Bon, la crise de liquidité, elle est latente depuis un bon moment au niveau des banques primaires. Ça peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est que depuis un bon moment, les banques primaires n'ont pas accès à leurs dépôts au niveau de la banque centrale. Donc ça, c'est une première difficulté parce que les banques primaires font les dépôts au niveau de la banque centrale. Donc si elles ont des difficultés à prendre leurs dépôts, cela va se répercuter directement au niveau des clients. Le deuxième point, c'est que la banque centrale facture à hauteur de 1% les frais de retrait en dollars et en euros. La Guinée, c'est un pays qui vit quasiment du cash où on sait que le secteur informel a une forte influence. Donc plus on se rabat sur le marché parallèle, plus les banques primaires auront des difficultés. Troisième point, c'est que la Banque centrale a émis beaucoup de titres pour financer un peu l'économie. Donc, si vous vous rappelez, la dernière opération, c'était 500 millions de dollars qu'on a puisé au niveau des banques primaires, au niveau de leurs réserves. Donc, et cela a une influence et un impact direct au niveau de ces banques. Poursuivant, il explique qu'il faut une transparence sur le projet Simandou pour remédier à cette crise. Bon, il faut d'abord dire comment est-ce qu'on peut sortir de la crise. La crise, elle est là, elle est réelle, elle risque de continuer si rien n'est fait. D'abord, la première des choses, il faut qu'il y ait la transparence sur le projet Simandou. Tout récemment, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre du Plan et du Budget, ils étaient à Washington. Et avec des annonces qui ne tiennent pas la route. Ils parlaient de mobiliser plus de 300 milliards de dollars. Alors que le projet Simandou, c'est 15 voire à 25 milliards de dollars. Tout le coût pour mettre en valeur le projet, c'est 10 à 15 milliards. Donc tout le projet global, c'est 50 milliards de dollars. Ça ne peut pas dépasser cela. Si vous annoncez à des grandes banques comme Goldman Sachs, comme Valley, alors qu'ils ont eu accès à des études là-dessus, vous leur parlez de 300 milliards, ils vont dire finalement, ces gens ne sont pas au sérieux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc la première des choses, c'est il faut être transparent sur le projet Simandou pour que le FMI et la Banque mondiale puissent nous accompagner. La Guinée, certes, on a un grand projet, mais on n'a pas le matériel financier nécessaire. Aujourd'hui, même payer nos fonctionnaires, on a des difficultés par rapport à ça. On ne peut rien faire sans l'accompagnement des institutions monétaires internationales. Et pour que ceci nous accompagne, il faut rétablir la confiance entre eux. Contrairement à l'autre, Aboubakar Kaba pense que ce manque de liquidité dans les banques est dû au déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est difficile d'être factuel sur cet état de fait, mais en général, le système bancaire, lorsqu'il y a un manque de liquidité, il y a des points qu'il faut voir. Et généralement, ce premier point, c'est toujours lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela crée souvent des manques de liquidité dans le système bancaire. Et aussi, il y a le retrait massif. Lorsque les déposants dans un système bancaire, c'est-à-dire s'apprêtent à faire des retraits massifs, ça peut créer aussi du manque de liquidité dans le système bancaire. Et c'est là, je pense que le cas guinéen, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, peuvent être liés à cela. Ça peut être aussi la gestion, c'est-à-dire la mauvaise gestion des actifs de la banque, que ce soit les passifs ou actifs. C'est-à-dire la gestion des ressources de la banque. Bon, c'est un point aussi qu'il ne faut pas ignorer parce que
Nous savons comment le système bancaire fonctionne en Guinée, comment est l'influence des autorités sur le système bancaire, parce que les banques ne sont pas du tout autonomes. À retenir que si une solution idoine n'est pas trouvée, cette situation risque de se transformer en une crise. Une fausse rumeur circulait sur la toile ce mercredi matin annonçant un éboulement au quartier Petit Simbaya dans la commune de Lambani. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour plus d'éclaircissements. Suite aux rumeurs annonçant un tremblement de terre à Petit Simbaya, le secrétaire administratif du Grand Bureau du dit quartier dément ces fausses rumeurs. Évidemment, on a appris la même chose par certains citoyens qui se demandaient aussi, qui se posaient la même question. Mais le matin, à la première heure, le chef de quartier avait intervenu sur une chaîne, je crois, en disant que ce n'était pas vrai parce que ni un chef de secteur, ni un chef de carré n'a appelé, n'a témoigné cela. Donc, personnellement, je n'ai pas appris par un citoyen qui a eu ce mouvement-là dans le quartier. Mais par contre, on a un chef secteur qui est venu au quartier nous dire qu'il y a eu un mur qui est tombé, je crois. Et c'est par le bruit de ce mur-là, certains ont pensé que c'est le tremblement de terre. Donc tout le monde se posait la question. Certainement, c'est ce qui a pris de l'ampleur. Sinon, il n'y a pas eu de tremblement de terre dans le quartier. Poursuivant, il dit qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre dans son quartier, avant de lancer un appel poignant aux personnes qui diffusent de fausses informations. Bon, le message que moi je vais lancer, c'est de ne pas seulement prendre des informations qu'on raconte dans la rue. Il faut chercher des bonnes informations et prendre des informations là où il faut, c'est-à-dire les sources. Par exemple, le chef de quartier, comme vous avez fait, vous êtes déplacé pour venir vraiment, c'est-à-dire prendre des bonnes informations. C'est ce qu'il faut faire. Quand il y a un problème, vous posez ou bien vous visez des personnes vraiment qui sont avisées. Mais quand vous dites j'ai entendu, donc c'est ce qui prend de l'ampleur et qui se transforme en des fausses informations. Pour finir, le chef de quartier demande au chef d'État de prendre des mesures sérieuses contre la multiplication des forages. Car selon lui, d'après les spécialistes, cela pourrait poser un problème à long terme. Le coup d'envoi officiel des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année a été donné ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. À Bessia-Port-On, dans la commune de Matoto, les statistiques globales sont 30 522 candidats, dont 16 032 filles reparties dans 62 centres, dont 3 franco-arabes. La cérémonie de lancement a été présidée par le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Bessia. Reportage signé Koulnio Célestin Sagnou. Le coup d'envoi officiel des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année a été donné ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. À Bessia-Port-On, dans la commune de Matoto, la cérémonie de lancement a été présidée par le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Bessia, en présence des autorités éducatives locales, des enseignants et des candidats visiblement motivés. Comme vous pouvez le témoigner, on a lancé dans le calme. Nous avons lancé le sujet avec le plus grand respect, tout en respectant les dispositions prises par le département, conformément au texte, conformément au règlement général des examens. Comme vous le savez, avant le lancement, le ministre, M. Jean-Paul Sédi, ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, a prodigué de sages conseils à tous les acteurs impliqués dans le processus d'examen, que ce soit la coordination nationale, que ce soit les superviseurs nationaux, que ce soit les présidents des centres, que ce soit les inspecteurs régionaux, que ce soit les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation, nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la délégation spéciale a profité de l'occasion pour encourager les candidats et saluer les efforts des encadreurs pédagogiques. Moi, j'avais charge de m'adresser tout d'abord aux candidats, aux enfants qui sont soumis à cette épreuve de l'examen d'entrée de cette année session en 2025. Je leur ai donc conseillé d'observer la discipline.
qui est à la base de leur réussite. Je leur ai dit aussi d'éviter la fraude. Je me suis adressé aux surveillants en leur conseillant, en les invitant surtout, de ne pas mettre trop de pression sur les enfants. Monsieur Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation de Matoto, se prononce sur les statistiques. Les statistiques comme de la direction communale de l'éducation de Matoto à l'examen de l'entrée en 7e année, Matoto a dans sa globalité 30 522 candidats, dont 16 032 filles, répartis dans 62 centres, dont 3 en franco-arabe. Plusieurs candidats se disent prêts à affronter ces épreuves conséquemment. La manière dont moi j'ai préparé les examens, je révisais à la maison, j'apprenais mes leçons qu'on me donnait à l'école. Ce que moi je peux dire à mes amis pour avoir leur examen, je vais leur dire de réviser, d'être comme moi, de prendre l'exemple sur moi, de réviser, de prendre les cahiers, prendre le temps pour réviser. En fait, je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois d'affronter cet examen de l'entrée à 7e année. Je souhaite aujourd'hui que le sujet soit facile pour nous, pour mes amis aussi. Moi, je souhaite les sujets qui vont venir, soit ce que j'ai révisé, je veux que ça vienne. Je souhaite à mes amis, tout le monde, bon sens. L'examen d'entrée en 7e année constitue une étape déterminante dans le parcours scolaire des élèves guinéens, ouvrant la porte à l'enseignement secondaire. Sur toute l'étendue du territoire, des milliers de jeunes affrontent ces épreuves avec espoir et détermination. Toujours éducation dans cette rétrospective pour dire qu'après les premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année, plusieurs élèves interrogés par notre rédaction se sont réjouis quant à la qualité des sujets. Suivez le reportage de Guinée Buzz TV. Après le lancement officiel des premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année, les élèves du centre de l'école primaire de Kipé 2 se disent satisfaits du début de l'examen. Aujourd'hui, la première journée s'est bien passée. Les rédactions, c'était très bien. Et toutes les sujets qui étaient venus, je me suis débrouillée très bien. Aujourd'hui, sur la rédaction, ça a été bien passé. Surtout sur les projets Simandou et les maladies contagieuses. J'ai bien parlé dedans. J'en suis sûre, s'il plaît à Dieu, je serai en collège. Alors que le sujet de la rédaction semblait troublant pour les uns et les autres, Mohamed Issiaga nous explique et estime avoir fait le sujet à 100%. Les maladies... la question nous disait quand même de parler sur les maladies très contagieuses. J'estime traiter les sujets là à 100%. Je suis très rassurée. J'en suis sûre, s'il plaît à Dieu, je serai en collège. Au-delà des élèves, les surveillants affirment aussi qu'il n'y a eu aucune anomalie et qu'aucun cas de fraude n'a été signalé. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu d'anomalie aujourd'hui quand même. Nous n'avons constaté aucune anomalie. Tout s'est déroulé très bien. Il n'y a pas eu de cas de fraude, il n'y a pas eu de cas de... aucune anomalie. Donc RAS, c'est ce qu'on peut dire, rien à signaler. On peut constater l'inquiétude de ce parent qui est venu accompagner son enfant et l'attendre jusqu'à la fin des épreuves. Je suis là pour mon fils qui est venu pour faire l'examen d'entrée en 7e. Je suis là depuis 7 heures, je suis venu, je suis resté un peu, je suis rentré. Il y a un silence quand même, c'est bien ordonné, il n'y a pas de problème quand même. Il me dit que ça commence à aller, que ça s'est bien passé les épreuves. C'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, on a l'espoir. Si ça continue comme ça, les sujets c'est de taille. Après une journée terminée sans aucune anomalie, attendons la suite des épreuves. Santé pour finir cette rétrospective, la Fédération guinéenne des personnes atteintes de la drépanocytose a été mise en place ce vendredi 13 juin. Objectif, sensibiliser et prévenir la prise en charge des personnes malades de drépanocytose par l'État. Suivez cet élément de reportage de Cogno Célestin Sangu. Composée de plusieurs associations qui œuvrent dans ce sens, la Fédération guinéenne des personnes atteintes de la drépanocytose a pour objectif d'attirer l'attention des décideurs pour une prise en charge effective des malades. Bon, la fédération est née il y a sous peu, moins d'un mois disons. C'est le baptême aujourd'hui, nous allons dire. C'est la rencontre de plusieurs associations luttant pour la même cause qui nous a poussé à nous associer
pour nous fédérer. Beaucoup parce que c'est une maladie vraiment, on va dire que ce n'est pas une maladie de pauvres. La maladie coûte excessivement cher. Nous avons du mal dans la prise en charge. Et il n'y a pas de centre public de référence en Guinée. Il n'y a pas beaucoup de médecins réellement qui s'y connaissent pour la prise en charge. Donc nous dépendons à l'État de l'aide. Selon un constat fait dans le service dermatologique guinéen, le nombre varie entre 1200 à 1500 Guinéens atteints de cette maladie et une étude approximative de plus de 10%. Cet enseignant-chercheur donne des conseils. De prendre beaucoup de courage dans le cadre de leur suivi, de continuer à respecter les consignes données par les médecins par rapport au suivi. Et il y a aussi des rumeurs pour dire quand on est la forme sévère, on ne vit pas plus de 20 ans, 25 ans, ce ne sont que des rumeurs. Nous avons des formes sévères qui vivent aussi longtemps s'ils sont connus et suivis dans des conditions optimales. La drépanocytose n'est pas une maladie contagieuse. Si un enfant est né des deux parents drépanocytaires, forcément il n'y aura gène drépanocytaire. Alors il faut un dépistage à temps pour éviter la maladie selon les spécialistes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz, les infos sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Prenez soin de vous. Au revoir.